RCF, la radio catholique. Je connais très bien RCF. Je suis allé y parler plusieurs fois, je suis à votre disposition. Voilà. Loris Biondi, journaliste à Var Matin. Var Matin, bravo. Thierry Turpin, la Marseillaise. Bravo. Franchement, une radio, deux journalistes de presse écrite, c'est superbe. La télé de Toulon en commun. Comment tu dis? La télévision de Toulon en commun. C'est qui est pas faux. Donc, Toulon en commun, je vous signale quand même un élu toulonnais. Philippe Leroy. Voilà. Demande pour le droit de filmer. Je vais continuer le tour. Oui. Attends, c'est Il faudra demander si les gens sont d'accord pour être sur... A priori, je filme. Moi, a priori, il n'y a pas de souci. Mais pas d'opposition. Non. Non, personne n'est opposé à voir son visage sur la télévision de Toulon en commun. Non, mais il n'y a pas d'opposition, on est tous dans l'opposition. Ah oui, bah pas moi. Justement, avant la Oui, c'est pourquoi notre invitée aujourd'hui, elle n'est pas dans l'opposition, elle est dans la majorité. Personne n'a parlé Elle est de dans la son majorité conjoint, ni de ses municipale parents, à Paris. ni de son patron. Voilà. Donc, l'un des co-animateurs du groupe local Europe Écologie Les Verts à La Seigne, Daniel Bertrand, la co-animatrice du groupe local Europe Écologie Les Verts Toulon et environ, Claudie Cartereau, qui est aussi élue à Olioul. Voilà. À ma gauche, Philippe Chéneau, que vous connaissez bien, qui a été élu conseiller régional, même vice-président de la région PACA il y a quelques mandats. Bon, moi-même, Guy Rebec, qui a été élu pendant 6 ans et 9 mois à la mairie de Toulon et à la métropole. Mais aujourd'hui, c'est Philippe Leroy qui a cette fonction, donc conseiller municipal de Toulon, actuel, et conseiller métropolitain, TPM, actuel. Voilà. Franchement, que je remercie d'être ici présent, car ce que nous allons entendre ce matin, c'est quand on est aux manettes, quand les Verts sont aux manettes ou dans une majorité, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer la vie des gens? Voilà. Donc, je vais passer la parole à Chloé Sagaspe, qui est donc... Un moment, ceux qui ne sont pas élus, mais qui sont dans l'opposition, dont je fais partie, je puis René Dumont, bon, et ben voilà, je tiens à ce qu'on soit quand même considéré. Certes, mais alors je vais dire comment va se passer... Je ne suis pas élue, hein. Carole est une militante Europe Écologie Les Verts de hier. Hein, mais voilà comment va se passer notre matinée. Je tiens à le dire. Moi, je fais juste un petit peu les présentations. Mais ensuite, la parole est à notre intervenante, parce qu'elle vient de Paris quand même. D'accord? D'accord. Ensuite, la parole sera aux journalistes. La parole est libre. Parce que, oui, mais elle sera libre dans un certain ordre. C'est-à-dire, 1, l'intervenante. 2, c'est une conférence de presse. Donc la parole aux journalistes qui vont poser les questions qui les intéressent. Pour, je l'espère, faire un article oui, fidèle. monsieur le professeur, on a compris, ça va. Voilà. Les autres personnes pourront prendre la parole après. D'accord? Les autres personnes pourront prendre la parole après. Voilà. Donc, Chloé Sagaspe, S-A-G-A-S-P-E, je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Conseillère municipale Europe Écologie Les Verts de Paris et surtout vice-présidente de la commission environnement du Conseil de Paris. Et ancienne porte-parole du parti. Et ancienne porte-parole du parti EELV. Voilà. Vous savez bien qu'il fallait que je complète. Voilà. Donc, nous nous sommes rencontrés dans le cadre des journées d'été des Verts qui ont eu lieu au Havre cette année. Et dans un atelier qui s'appelait, tous les ateliers sont intéressants, mais cet atelier s'appelait Canicule,
cuire, fuir ou agir. Et effectivement, on cuit avec cette chaleur, on cuit. Aujourd'hui, la météo a annoncé des informations, 47 départements français en vigilance canicule. 47 départements français aujourd'hui, mercredi 6 septembre. Voilà, avec des 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. 10 à 12 degrés. Voilà, donc Chloé, je te remercie au nom de nous tous d'être venu du Havre, Paris, Toulon, pour nous parler de ce que vous faites à Paris, et la parole est à toi. Voilà. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Donc, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de climat, puisque je suis aussi élue du maire du 11e sur ces questions climatiques, et donc vous avez dû certainement entendre parler, je pense, de ce rapport Paris à 50 degrés qui a fait pas mal la une de la presse récemment. Donc, j'ai été membre de la mission Paris à 50 degrés, donc j'y reviendrai un peu après. Je voulais d'abord rappeler un peu, et tu l'as dit, poser le contexte, puisqu'on vit des chaleurs extrêmes en ce moment. C'est la deuxième, là c'est une nouvelle vague caniculaire qui est très tardive dans le pays. Les mois de juillet et les mois d'août ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés sur notre planète. Et donc qui aurait donc pu prédire, hein, à part les écologistes et les climatologues, juste pour vous donner quelques chiffres que vous ayez en tête sans vous assommer, les chaleurs qu'on a pu connaître, parce qu'il suffit de regarder un peu ce qui se passe à la fois outre-Atlantique, dans le monde, en France et un peu partout. Donc on a eu une des températures observées les plus élevées a été en Californie avec près de 54 degrés. On a eu 43 degrés dans l'Ouest américain, on a eu plus de 40 degrés en Chine, plus de 50 degrés au Maroc et 41 degrés à Lyon notamment. Et vous avez vu également ce qui s'est passé en Italie et en Grèce avec des pics à 45 degrés. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, la base, c'est qu'en gros, nos enfants, nos petits-enfants ne connaîtront plus jamais le climat qu'on a connu à l'heure actuelle, et que en fait, personne n'est épargné par les canicules, surtout pas les grandes villes, et on y reviendra après, et donc on va devoir s'adapter puisque chaque dixième de degré compte. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous savez d'ailleurs quel est le record de température qui a été atteint en France jusqu'à présent? Est-ce que quelqu'un a une idée? 59. 40 à Nîmes. Non. Non, ça a été moins en fait. C'est 46 degrés, ouais, 46 degrés, c'était dans l'Hérault en 2019. Donc en fait, on sait très bien, on assiste de plus en plus, et je pense que la plupart des habitantes et habitants vivent directement dans leur chair la réalité du changement climatique, avec des épisodes qui sont de plus en plus longs, qui sont de plus en plus fréquents, qui sont de plus en plus tardives. Et donc, c'est pas seulement les ayatollahs de l'écologie ou les Khmer verts, comme on appelle à les qualifier, qui disent ça, c'est en fait notre pays, malheureusement, se prépare mal au choc climatique, on le sait. Et c'est d'ailleurs le Haut Conseil pour le climat qui juge insuffisante l'action en fait, du gouvernement jusqu'à présent. Donc vous avez dû voir que le gouvernement a lancé une cellule de crise interministérielle sur le sujet pour aboutir à quoi? Un numéro vert. Certes, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est important puisqu'il faut faire de l'information à la population. C'est une des premières mesures importantes, notamment rappeler les bons gestes, hydrater, etc. C'est essentiel, mais c'est largement insuffisant. Emmanuel Macron a fait une déclaration hier, notamment sur la rénovation du bâti scolaire, qui est essentielle puisqu'on sait que les enfants sont particulièrement vulnérables et touchés dans des écoles qui sont inadaptées, mais le rythme proposé à l'heure actuelle par le gouvernement est largement insuffisant. Puis bien sûr, vous avez dû voir les déclarations un peu choc sur planter un arbre par les enfants dès la 6e. Enfin, c'est une vaste blague. C'est loin d'être à la hauteur de ce que l'on devrait faire. Donc d'ailleurs, j'ai ici, vous pourrez regarder un dossier de presse de ce qu'ont porté les écologistes au niveau national, de 20 mesures qui couvrent un certain nombre de champs, que ce soit du travail à la gestion de l'eau ou autre. J'en parlerai un petit peu après. Donc ça c'est pour le point un peu sur la situation actuelle, mais ça je vous apprendrai rien. Après, déjà il faudrait revenir à qu'est-ce qu'une canicule, quelles sont ses conséquences, comment on la définit. Alors en fait on a essayé dans notre rapport de donner des définitions concrètes de quand on parle de politique d'atténuation c'est quoi, quand on parle de politique d'adaptation c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par canicule en se basant sur des aspects scientifiques. On estime qu'une canicule est un phénomène météorologique de température de l'air qui est anormalement en fait forte, donc c'est diurne et nocturne, et on estime à partir d'une certaine température et sur un certain nombre de jours consécutifs.
Notamment, on estime que les jours caniculaires sont ceux qui dépassent 30 degrés. Donc là, aujourd'hui, on est presque dans un jour caniculaire, mais ce sur à peu près 3 jours consécutifs. Et puis, ce qu'on appelle les nuits tropicales, puisqu'on sait c'est notre organisme qui a du mal à se remettre en fait des nuits et des jours consécutifs, c'est à partir, on estime, en tout cas c'est les chiffres donnés par Météo France, 20 degrés. En fait, le risque de surchauffe, il est réel. On parle bien de conséquences. En fait, ça a des impacts sur toutes les infrastructures du quotidien. Ça a des impacts sur nos activités. La question, c'est comment on va se déplacer, comment on va vivre, comment on va travailler sous des fortes chaleurs comme ça. On sait qu'il y a des secteurs qui seront plus impactés. On pourra y revenir après. Et surtout, l'important, c'est les publics les plus vulnérables. Alors, il y a bien sûr la biodiversité qui est impactée. Ça, c'est une chose. Il y a tout le système de soins et d'urgence qui risque d'être mis sous pression, d'autant plus quand on a d'autres crises à gérer comme le Covid. Mais les publics les plus vulnérables sont forcément, et vous vous en doutez, les personnes âgées, ça c'est sûr. Mais on oublie aussi beaucoup les publics un peu plus délaissés comme les personnes sans abri. Et on a des propositions très concrètes là-dessus que nous, en tout cas, en tant qu'écologistes, on estime que c'est important de soutenir aussi ces populations qui sont laissées pour compte la plupart du temps. Ce sont bien sûr les femmes enceintes, les enfants, les personnes qui sont isolées ou les personnes en situation de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vit pas la chaleur de la même manière selon son âge, selon où on habite, selon son niveau de vie, selon son logement. Et tout ça, c'est des facteurs qu'on cumule de vulnérabilité. Vous imaginez bien qu'on ne vit pas d'une rue à l'autre la même chaleur que dans une ville rurale, que dans une grande métropole comme Paris. Je donne un exemple très concret. Quand on vit dans un logement inadapté de 9 mètres carrés sous les toits en zinc, on observe des chaleurs très élevées quand on est étudiant que quand on vit dans le 16e arrondissement à côté d'un grand parc. On ne subit pas la même chaleur de la même façon. Et donc il y a une question d'inégalité avant tout sociale importante. Et on le sait souvent, ce sont les quartiers populaires qui sont les plus touchés par le dérèglement climatique. Et nous, on a souhaité en tout cas porter des propositions fortes en ce sens. Donc les inégalités face à la chaleur ne sont pas les mêmes. Je vous disais, la chaleur, elle tue déjà. Donc si on reprend la canicule de 2003 qui a été la plus meurtrière, puisqu'on estime qu'il y avait à peu près entre 15 000 à 20 000 décès, dont 5 000 en Ile-de-France, vous imaginez, et forcément, c'est quoi la surmortalité la plus importante? C'est notamment dans des quartiers populaires comme la Seine-Saint-Denis, où on a eu plus de 160% de morts. Donc chaque année, on estime que c'est à peu près 33 000 décès par an. Alors c'est c'est forcément des chiffres sous-estimés, c'est difficile à évaluer. En tout cas, c'est ce que nous disent à peu près les scientifiques. Et on meurt principalement, alors là, il y a la déshydratation, mais il y a aussi, surtout, c'est la principale cause de décès, c'est ce qu'on appelle les événements cardiovasculaires. Bon, je ne suis moi-même pas médecin, donc je ne rentrerai pas dans ce niveau de détail, mais c'était pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est important de se dire que cette canicule de 2003, en fait, les leçons ont été tirées, mais elles sont largement insuffisantes. Donc il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et donc c'est pour ça que la ville de Paris s'est saisie de ce sujet à bras-le-corps, à l'initiative des écologistes. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est un mot barbare, une mission d'information et d'évaluation. En gros, c'est quoi? C'est très important parce que c'est une espèce d'innovation démocratique. C'est ça. Alors en fait, je crois, il me semble, je ne vous dis pas de bêtises, mais que c'est possible de le faire dans la plupart des collectivités. Je crois que c'est dans le code des collectivités. Donc en fait, il faut, il me semble, 1/6 du conseil municipal pour qu'elle l'accepte. Et en fait, l'aspect novateur, c'est déjà que c'est un travail sur le long terme, puisque ça dure 6 mois. Donc c'est 6 mois de travaux intenses et siège l'ensemble des groupes, l'opposition compris. Et en fait, la particularité, donc nous, c'est à l'issue de la majorité. Donc, le président de cette mission était écologiste, membre de Génération Écologie, Alexandre Florentin, que je salue, puisqu'il a eu cette très bonne idée de faire cette mission sur l'adaptation. Et c'est un rapporteur ou une rapportrice qui est de l'opposition. Donc, ce qui nous oblige à faire un travail transpartisan pour arriver à du consensus. Donc, c'est 6 mois de travaux. C'est important puisque, alors bien sûr, nous en tant qu'écologistes, il y a des propositions, on aurait souhaité aller beaucoup plus loin. Forcément, le rapport, nous, on le trouve très ambitieux, mais on aurait aimé mettre le curseur sur certains sujets sur lesquels on n'a pas pu. C'est pour ça que d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce rapport, vous pouvez voir à la fin, chaque groupe politique a pu mettre ses contributions politiques pour insister sur telle ou telle mesure qui lui paraissait plus importante. Donc c'est 6 mois de travaux, à peu près 2000 documents analysés. On se retrouvait une fois par semaine, c'est un rythme de travail très intense, sur une séance de matinée entière de travail. Et on a auditionné entre plus de 70 personnes,
que ça soit des experts, des climatologues, des urbanistes, des organisations syndicales, y compris le MEDEF Paris. Donc on a une richesse d'experts qui nous ont permis vraiment de nous saisir du sujet, de comprendre tous les impacts et les enjeux que ça avait, puisque on n'a pas pu tout traiter, on y reviendra peut-être sur les limites et les freins, c'est aussi, chaque sujet pourrait faire l'objet d'une thèse en soi, mais on a quand même pu faire une vision à 360 un peu de ce qu'impliquait l'adaptation aux vagues de chaleur. Donc comme je le disais, il y a une différence entre les politiques d'atténuation et d'adaptation. Là on se focalise uniquement sur l'adaptation. L'atténuation, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr que Paris fait ça et d'autres villes. Là, c'est comment on s'adapte, comment en fait, on met en place des politiques qui permettent d'atténuer au maximum les risques et comment on peut vivre concrètement. L'enjeu, je le rappelle, l'habitabilité. Puisque là, on n'est plus dans un enjeu de confort d'été. Moi, j'entends beaucoup ce terme. Nous, on préfère parler d'habitabilité d'été, puisque on sait, la chaleur tue, elle tue déjà, et ça va malheureusement pas s'arrêter. Alors pourquoi ce plan maintenant? Parce que tout simplement Paris a déjà dépassé le seuil fatidique des 2 degrés. Donc on y est déjà, nous on doit être au niveau de la France à 1,2, 1,3 si je ne dis pas de bêtises. Et ce que je vous parlais de la canicule, c'est que la canicule de 2003, les climatologues nous disent qu'elle sera considérée comme un été normal d'ici 2030 à Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a. Et puis d'autres chiffres, alors souvent on a entendu, vous êtes peut-être vu dans les médias, que le climat de ces villes, donc une ville en Espagne avec des pics de chaleur qui peut avoir jusqu'à 48-50 degrés, risque dans quelques années d'être le climat de Paris avec des variations un peu fréquentes et différentes très prochainement si on n'agit pas, et ce si on n'agit pas radicalement dès maintenant. Donc ça, c'est pourquoi les écologistes se sont saisis de ce sujet. Alors vous allez me dire, par les 50 degrés, c'est un titre choc, pourquoi les écologistes, vous voulez faire peur, comme d'habitude, etc. Voilà. Alors oui, c'est un titre choc, c'est volontairement choc, parce que je pense qu'il a besoin d'un réveil collectif, en fait, que les gens prennent conscience de l'urgence, même si les gens, je pense aujourd'hui, les habitantes et habitants le sentent dans leur chair, c'est ce que je disais, il y a besoin d'un réveil des pouvoirs publics surtout. Il y a une inertie depuis des années, l'adaptation est encore un impensé. Et franchement, c'est pas avec les mesurettes qui sont mises en place actuellement par ce gouvernement qu'on va pouvoir agir. En revanche, au niveau des collectivités, on a des moyens, et on a des moyens quand nous, on est aux manettes. On a plusieurs maires écologistes. Moi, j'ai eu l'occasion aux journées d'été d'organiser une rencontre avec l'ensemble de nos maires écologistes. Donc, Léonore m'ont conduit à Poitiers, Éric Piolle à Grenoble, Grégory Doucet à Lyon, le président de la métropole Bernard, et y compris des maires ruraux comme Laetitia Sanchez. On voit que déjà ils mettent en place des politiques d'adaptation. Vous avez pu voir les déclarations ce matin même de Grégory Doucet qui annonce la gratuité des musées pour que les personnes puissent aller s'y réfugier puisque ce sont des lieux de fraîcheur. Donc en fait, il y a des solutions concrètes qui existent déjà. Donc on n'a pas réinventé la pluie dans ce rapport, c'est des solutions qu'on trouve un peu partout, y compris à l'étranger, qui sont mises en place. Et donc on s'est mis d'accord sur 85 préconisations. Ces 85 préconisations, elles n'ont pas encore de valeur juridique contraignante, dans le sens où c'est pas comme un plan à proprement parler. En revanche, l'idée c'est qu'elles implémentent l'ensemble des politiques publiques menées par la ville. Notamment, nous allons rentrer dans la phase de révision de notre plan climat. Vous savez, c'est une obligation légale. Tous les plans climat doivent être révisés tous les 6 ans. Donc là, on rentre dans cette phase-là. Et l'idée est de reprendre la plupart de ces préconisations pour les mettre dans les différents plans. On a aussi le plan local d'urbanisme, le plan de santé environnementale qui arrive. Donc il y a des mesures de court terme, très faciles à mettre en place. On a déjà fait cet été. Donc ça veut dire quoi? C'est le mobilier urbain rafraîchissant, typiquement, installer des brumisateurs, installer des fontaines à eau pour que les personnes puissent s'hydrater, installer, voilà, gratuitement. Parce que nous, on a la chance d'être en régie municipale avec Haute-Paris à Paris, et on a des fontaines un peu partout sur l'espace public, mais les brumisateurs sont aussi un moyen de se rafraîchir en ville directement. Il y a les pergolas, donc pour avoir un peu d'ombre, ou les ombrières en ville. Donc ça, c'est des mesures qu'on a déjà mis en place dès cet été, donc ça, c'est très facile à faire. Puis il y a des mesures de plus long terme. Je pense que je vous apprendrai rien en disant que le meilleur climatiseur naturel en ville, c'est l'arbre. Donc effectivement, le végétal, la place du végétal est essentielle. Il faut bien comprendre que Paris est au cœur d'un îlot de chaleur urbain. Donc on
on a vécu des siècles et des siècles d'artificialisation des sols, notamment en utilisant des matériaux qui en fait gardent la chaleur l'été. Donc comme l'asphalte. L'asphalte c'est le pire matériau puisqu'en fait ça garde la chaleur l'été et donc ça conserve une température très, très importante. Et donc l'idée c'est de débitumer partout où c'est possible. C'est pas toujours possible, en tout cas nous c'est ce qu'on souhaite faire. Et on s'est dit, l'enjeu c'est de passer d'une ville radiateur à une ville oasis. Alors c'est un concept qui peut faire sourire, mais en fait c'est très important puisque c'est vraiment essentiel. Donc c'est planter plus, mais planter mieux. C'est planter aussi des espèces qui résistent au changement climatique comme le microcoulier ou d'autres espèces qui sont des espèces qui vont tenir. Et c'est aussi préserver les arbres existants, parce que vous vous rendez bien compte qu'un arbre plus âgé ne rend pas les mêmes services écosystémiques qu'un petit jeune arbre qu'on a planté. Et moi, en me baladant là sur le chemin pour arriver, j'ai vu même qu'à Toulon, ici, on avait de la plantation en pot. La plantation en pot, c'est pas les mêmes effets que la plantation en pleine terre. On sait que ça ne rendra jamais les mêmes services écosystémiques, c'est du greenwashing et ça, c'est vraiment pas une politique végétale qui est à la hauteur de l'enjeu. Donc il y a vraiment débitumer la place du végétal. On a, nous, lancé une étude arbre et climat à Paris pour pouvoir nous rendre compte des espèces les plus intéressantes à planter dans une ville comme Paris. Et notamment, on va lancer un laboratoire arbre et climat en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle pour pouvoir éventuellement tester les différentes espèces qu'il y a. Donc il y a ce premier aspect, il y a la place de l'eau qui est essentielle. Ça c'est vraiment, nous on a des projets comme redécouvrir la Bièvre, qui est une rivière qui est enfouie qui part du 13e et qui va jusqu'à Arcueil. Ça c'est un projet à long terme, hein, puisque c'est des millions d'euros et ça va demander beaucoup de temps. Il y a la création d'espaces verts, donc nous on l'a fait inscrire dans le plan local d'urbanisme. Là c'est vraiment dans le dur. On souhaite créer 300 hectares d'espaces verts d'ici 2040 et c'est repris dans les recommandations. En gros c'est 6 parcs de la Villette. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous êtes déjà allé à Paris, c'est énorme. Donc ça c'est un chantier titanesque auquel on va s'atteler, mais qui est vraiment essentiel. Ça c'est pour la partie végétation. Ensuite, je vous parlais des publics vulnérables. Vous savez, il y a le plan grand froid qui existe. Donc, on déclenche le plan grand froid à partir d'une certaine température et on réquisitionne des gymnases d'eau. Là, on a souhaité mettre en place, dans le même sens, le parallélisme, un plan grand chaud, c'est-à-dire pour les personnes vulnérables, et notamment les sans-abri. Il faut savoir que les sans-abri meurent autant de la chaleur l'été que l'hiver. Donc en fait, là, l'idée, c'est vraiment de faire des politiques d'aller vers. Donc les politiques d'aller vers, c'est notamment augmenter le nombre de maraudes spéciales forte chaleur, en lien avec les associations qui sont en demande, hein, que nous, on a rencontrées, pour aller leur apporter de l'eau, leur donner des bons conseils. Ça veut dire aussi trouver ce qu'on appelle des espaces refuges. Et pourquoi pas, on a eu des propositions un peu innovantes en se disant, il y a les gymnases, mais il y a peut-être des stations de métro désaffectées qu'on pourrait aller chercher. Il y a plein de lieux comme ça, des souterrains qu'on pourrait utiliser de la ville. Et donc ça, il faut un peu faire marcher son imagination parce que c'est aussi ça qui est important. Il faut créer un nouvel imaginaire, il ne faut pas faire peur aux gens. Je pense que maintenant tout le monde le sait, on y est. Maintenant il faut s'adapter, mais on peut aussi créer des espaces de solidarité et c'est aussi tout l'enjeu qu'il n'y ait pas d'un côté les riches qui fuient les villes et aillent se réfugier à la campagne et que de l'autre, quand on n'a pas les moyens, on reste dans son logement mal isolé. Donc ça c'est un des points importants là-dedans. Après, je vous parlais de l'eau. Donc l'eau, il y a tous les espaces de baignade. Donc là, certains maires ont mis en place la gratuité des piscines. Vous l'avez vu dans plusieurs mairies écologistes. Nous, on a la chance d'avoir des canaux. On a expérimenté la baignade dans le bassin de la Villette. On commence à le faire dans le canal Saint-Martin. Et donc, on va essayer d'augmenter le nombre de baignades accessibles en été, puisque ce sont des lieux de fraîcheur. Il y a aussi, quand on entend lieux de fraîcheur, c'est les parcs, forcément. Donc, je vous disais ouvrir des parcs, mais surtout les ouvrir quand il y a des fortes chaleurs, notamment la nuit. Donc, on a proposé d'ouvrir les parcs la nuit. Lors des périodes de canicule. Tout ça bien sûr en lien avec nos agentes et agents, puisqu'on a le souci aussi quand même de faire ça en lien avec les organisations syndicales de la ville. Donc il y a l'ouverture des parcs la nuit qui est une mesure, je pense, plébiscitée et attendue par les Parisiennes et Parisiens, puisqu'en fait tout l'enjeu c'est d'avoir, comme dit l'OMS, un espace de fraîcheur à moins de 200 mètres de chez soi à la journée et à moins de 800 mètres la nuit. Donc il y a plein d'autres moyens, les salles rafraîchies que sont les cinémas, les lieux culturels. Donc par exemple, l'une des propositions que les écologistes ont portées et qui a été portée par d'autres groupes, c'est des tarifs solidaires pour pouvoir avoir accès
à une place de cinéma quand on a des nuits tropicales le soir pour aller se réfugier. Donc ça, c'est une partie des mesures. Donc vous voyez, il y a des mesures très à destination des publics plus vulnérables, des populations plus défavorisées, qui sont les plus touchées souvent par ça. Et puis après, il y a toute la question de l'urbanisme. C'est-à-dire, vous avez dû voir, alors j'ai vu qu'à ici même à Toulon, on privilégiait des revêtements ocre. Bon, je ne sais pas si l'ocre est en tout cas la meilleure couleur qui soit la plus adaptée, mais pour éviter de garder la chaleur. Nous, on a plutôt proposé de revêtir notamment les toits ou les sols de blanc. Ça existe à New York, ça existe dans d'autres villes, ça fait baisser la chaleur concrètement de plusieurs degrés. Donc c'est quand même plutôt une réussite. Alors après, c'est discutable, mais en tout cas, nous, on a un problème évidemment, c'est que les toits à Paris, vous le savez, font le charme de Paris, et donc certains voudraient les classer au patrimoine mondial de l'UNESCO, et si on les classe au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça veut dire qu'on ne pourra plus forcément agir dessus, et donc on aura d'un côté l'enjeu patrimonial versus l'enjeu habitabilité ou végétale. Il y a bien sûr récupérer les toits pour faire de la végétation, pour faire du solaire, etc. Et puis il y a plein d'autres mesures, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des recommandations, je vous ai dit les principales. On a eu des freins et des limites qui étaient aussi dépendants des compétences de la collectivité. On ne peut pas agir sur le travail. C'est pour ça que nous sommes allés voir nos députés écologistes sur ce sujet, puisque en fait, on peut travailler, c'est-à-dire proposer des horaires aménagés pour nos agentes et agents. Vous vous rendez bien compte que quand vous travaillez dans le secteur du BTP qui fait des chaleurs à 35 degrés, ou quand vous êtes agriculteur, agricultrice, ou quand vous ne vivez pas la même chaleur que quand vous êtes dans un bureau climatisé. Donc en fait, là, il faut vraiment inscrire le risque canicule dans le Code du travail, et nos députés proposent notamment un droit de retrait à partir dans certains secteurs, mais qui vont être discutés bien sûr de manière avec les différents, de manière interprofessionnelle, à partir de 33 degrés, de pouvoir exercer un droit de retrait dans certains métiers. C'est ce qui se fait en Espagne déjà, donc on ne peut plus travailler aujourd'hui, donc c'est pas nouveau, on s'inspire de ce qui se fait dans d'autres pays, on ne peut plus travailler à partir d'un certain degré et exercer son droit de retrait. Voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que sur les propositions en matière de travail, on est plus dans le plaidoyer, c'est pour ça que nous sommes allés voir nos députés. Et puis il y a la question de la rénovation énergétique des bâtiments qui est essentielle, qui est fondamentale, puisque en fait isoler c'est protéger. Et là, forcément, malheureusement, on a besoin d'argent de l'État, et aujourd'hui le compte n'y est pas. Très clairement, les collectivités n'ont pas assez de moyens pour pouvoir rénover. Pour vous donner un ordre d'idée, on devrait être sur à peu près 40 000 rénovations, rien que sur le privé, c'est 800 millions d'euros à Paris. Donc nous, on estime écologistes qu'il faudrait des milliards sur la table pour la rénovation énergétique, et ça dépend du gouvernement. Donc c'est des choses dont on a besoin de l'État, et très clairement là, le compte n'y est pas. Il y a eu quelques mesures, et on va voir ce qui va se passer, et si Macron va prendre la mesure de ça. Il y a aussi, j'ai oublié un sujet fondamental, c'est l'école. Vous avez dû voir, on est en pleine rentrée scolaire. La plupart, en pleine vague caniculaire, la plupart des écoles sont inadaptées. Donc inadaptées, les professionnels éducatifs ne sont pas nécessairement formés. Et donc nous, à Paris, on a mis en place les fameuses cours Oasis. Vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire... les cours Oasis. Les cours Oasis, c'est-à-dire débitumer, changer les matériaux au sol pour avoir des matériaux qui retiennent moins la chaleur, récupérer l'infiltration des eaux de pluie, qui s'accompagne de projets en général pédagogiques de jardin potager ou de végétation, etc. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. On a développé l'idée d'école Oasis, c'est-à-dire pas seulement s'occuper de la cour, mais s'occuper de l'intérieur, et puis doter les écoles de LED, de stores, de pollinisateurs, de ventilateurs, parce que ça c'est important, et mettre le paquet, nous, et c'est une des propositions phares que les écologistes aussi portent au niveau national, sur les écoles qui sont les plus inadaptées en priorité. Et donc ça veut dire commencer dès maintenant, puisqu'il y a vraiment un enjeu de protection des enfants et du personnel, puisqu'on ne peut pas faire place dans des quantités 45 degrés à l'intérieur, vous vous en doutez bien. Je ne vais pas être peut-être plus long, j'imagine qu'il y aura des questions, mais si tu veux compléter, je pense que j'ai fait un bon panel de ce qu'on a essayé de faire au travers de cette mission. Et sachez-le, on a travaillé en lien avec aussi pas mal d'autres collectivités, notamment Marseille, notamment Lyon, parce qu'il y a des exemples inspirants de ce qui se passe ailleurs, y compris à l'étranger, notamment en Espagne ou en Italie. Voilà.
Pardon. Bah dis donc. Qu'est-ce qu'ils ont? Je croyais Les que comètes sont bordablement silencieux. je croyais que je l'avais fermé. C'était Hakim Mouakar. Ah, Bon. Donc, merci de cet exposé, Chloé. La parole est à vous, les journalistes, la radio, par matin, la Marseillaise. Une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est passer d'une ville radiateur à une ville oasis. tout à fait. C'est un concept. Pas mal. Certains parlent de ville jardin, je préfère parler de ville oasis. Du coup, vous évoquez beaucoup là, de mesures seulement centrées sur Paris. Mais qu'en est-il de Toulon, par exemple? Alors, tout à fait. Écoutez, moi, je me suis concentrée sur un rapport qui parle des mesures d'atténuation et d'adaptation, surtout sur Paris. Alors, je suis moins familière de Toulon et je laisserai peut-être mes collègues toulonnais vous parler, mais globalement, on ne réinvente pas la pluie, c'est-à-dire que les mesures et les solutions locales, elles sont à peu près les mêmes partout. Donc, c'est ce que je vous disais, plus de végétal, planter des arbres, la place de l'eau, rénover les écoles et le bâti. Moi, j'ai regardé ce qui est fait par la municipalité. Il y a quelques mesures qui ont été faites, notamment à destination des publics seniors, puisque je crois qu'on met en place dans les EHPAD et les résidences autonomie, c'est bien ça, si j'ai regardé l'accès à des lieux de fraîcheur pour que les seniors puissent aller s'y réfugier, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Il ne faut pas uniquement faire des campagnes de sensibilisation qui sont nécessaires, puisqu'il faut effectivement rappeler les bons gestes à la population, mais il faut mettre le paquet, et le paquet sur la place du végétal. À titre personnel, j'ai pu faire un rapide tour. Alors, je ne pourrais pas m'exprimer autant que mes collègues dans la ville, mais quand on voit des arbres qui sont plantés en pot avec des pieds d'arbres qui sont faits en stabilisé, c'est tout l'inverse de ce qu'on devrait faire au niveau du végétal, avec des continuités végétales, préserver des arbres. Pause musicale. C'est bien de couper la parole. Sur sabotage. C'est bon, je peux continuer. Oui, donc je vous disais, j'ai vu pas mal de plantations en pot. La plantation en pot, l'arbre ne va clairement pas s'épanouir suffisamment. Les services écosystémiques rendus par les arbres ne sont pas les mêmes que quand ce sont des arbres matures, que quand ce sont de petits arbres qui sont plantés dans des pots. Donc très clairement, j'ai vu quelques annonces qui ont été faites sur la plantation d'arbres. C'est bien, mais ça ne doit pas être un gadget environnemental, mais ça doit vraiment servir à une politique de transformation du bâti. Il y a une chose qu'on peut dissocier, que moi j'ai remarqué en tout cas. Nous, Magali Gazan nous a dit, donc elle est experte au Conseil pour le climat, ce qu'on a fait à Paris, ce que les villes du Sud ont fait à Paris, ce que les villes du Sud ont fait en 500-600 ans, nous on doit le faire en 10 ans à Paris. Donc, vous voyez, la marche est haute à franchir. Vous êtes déjà un peu plus adapté, c'est-à-dire une chose simple, les volets. Si on se balade dans les rues, on voit dans les villes du Sud, il y a des volets partout. Fermer ces volets, ça évite d'avoir la clim déjà à l'intérieur, puisque ça permet de protéger son logement de la chaleur. Nous, on va faire un grand plan volet à Paris, puisque ça, c'est vrai qu'on doit s'inspirer de ce que vous faites. Mais c'est largement insuffisant. Ce que je disais, il faut des millions d'euros sur la végétation, il faut remettre la place de l'eau, il faut un plan grand chaud pour les publics les plus vulnérables. Mais encore une fois, je laisserai peut-être mes collègues compléter, puisque je ne suis pas élue toulonnaise, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes solutions, disons, globalement, on rencontre les mêmes problèmes, l'isolation du bâti, le manque de végétation, le manque d'information de la population, d'une ville à l'autre, c'est à peu près les mêmes problématiques et les mêmes solutions au niveau local. Après, là où on doit insister, c'est aussi, je vous le disais, en fonction des priorités, puisqu'on ne vit pas la chaleur d'une ville à l'autre. Donc ça va dépendre aussi de l'urbanisme de la ville. Nous, Paris a été héritière d'un urbanisme qui est totalement dépassé. Donc en fait, il faut s'adapter aussi en fonction de chaque ville et de son histoire patrimoniale et de son histoire architecturale. Effectivement, on ne va pas mettre le curseur selon comment la ville a été construite, pensée, mais il y a effectivement, et c'est ce que je disais, moi j'y tiens en tout cas, des mesures en faveur des populations les plus touchées, que sont notamment les sans-abri, les personnes des quartiers populaires, et c'est là où, à mon sens, les écologistes ont des propositions fortes à porter. L'exemple de Toulon, c'est intéressant parce que votre question, parce que Chloé le disait, il y a un plan climat.
Et donc ce plan climat, à titre personnel, j'y ai contribué. Il n'a même pas été validé par la mission régionale d'évaluation environnementale parce qu'il est notoirement insuffisant. Et donc les discussions qu'on a pu avoir avec des techniciens ou avec des élus, ils sous-estiment la problématique. Et donc moi j'étais ravi en écoutant Chloé parce qu'effectivement la problématique elle est difficile et il y a du travail immédiat à faire et du travail à plus long terme. Quand on voit sur une ville comme Toulon, il n'y a pas de politique publique sur la problématique climatique et au contraire on a par exemple la place qui est effectivement un four. Le poêle à feu. C'est ce que j'allais dire, la place ici est totalement... Il n'y a pas que là, même quand on regarde d'autres aménagements, je pense au cours Taillet, etc., c'est tout pavé. Je ne dis pas bétonné, c'est tout pavé. Quoi. Il y a pas de, on n'est pas vers la végétalisation. Alors enfin, il y a des écoles où on commence à être transformées. Mais on a des décennies de retard quand même. Et c'est pas faute d'avoir prévenu, mais je pense qu'à un moment donné, les décideurs, les élus n'ont pas pris conscience des enjeux. Quoi. Donc il y a tout un travail à faire pour arriver à leur montrer qu'il y a des solutions et que c'est les solutions d'avenir parce qu'effectivement les coûts sont importants, hein, tu le disais tout à l'heure, mais en même temps ça évite des dégâts gigantesques pour les années à venir sur la santé publique, sur les enfants, etc. Vous parlez de décennies de retard. Pourtant, sur Toulon, la température la plus chaude jamais enregistrée, c'était en 82, avec 40,1 degrés. Donc comment on l'explique alors si on a des décennies de retard, mais qu'à Toulon, il n'a fait que 40 degrés, et nous sommes en 82. Nous sommes en épisode caniculaire toute cette semaine à Toulon. Oui, mais pas 40 degrés, c'est pour ça. Donc comment on explique c'est la mer. Nous, on a la proximité de la mer. Il y a une atténuation du fait de la proximité de la masse d'eau de la Méditerranée. Il suffit de monter à quelques kilomètres. Le jour j'étais à Belgencier, qui n'est pas très loin quand même. On a une poignée de degrés de plus. Oui, je prends l'exemple toulonnais. Donc nous, on a l'avantage d'avoir la mer en proximité. Pour Toulon, les 40 degrés ont été ponctuels. Alors que là, maintenant, on a une canicule qui dure longtemps. Et c'est vraiment la différence. C'est avoir une journée de forte chaleur, c'est pas du tout pareil que d'avoir des semaines entières, parce que cet été, on a eu des semaines entières au-delà de 30 degrés. C'est complètement différent. Et ça a commencé au mois de juin. Commencé au mois de juin et là on est en septembre. C'est la définition de canicule, c'est des températures anormalement élevées, mais surtout qui durent le jour, la nuit et surtout plusieurs jours. C'est minimum 3 jours pour considérer vraiment que c'est une canicule et Météo France considère à partir de 30 degrés c'est ce qu'on appelle une canicule avec des nuits tropicales à partir de 20 degrés. Donc là typiquement, moi je suis là depuis 3 jours, on est en phase caniculaire. C'est pas parce qu'en fait effectivement on se dit tout de suite 40 degrés, 50 degrés c'est pire, mais en fait il faut voir que sur l'organisme et sur la santé ça a autant d'impact en fait. Et c'est des épisodes qui sont plus longs et plus fréquents. Et c'est ce à quoi on doit se préparer. Alors c'est plus impressionnant de dire 40-50 degrés, mais c'est tout aussi important en fait de se préparer à avoir des épisodes à 30-35 degrés qui vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est pourquoi c'est le 33 degrés qui ont été demandés par les députés pour introduire le droit de retrait des travailleurs dans le code du travail. Et ça serait une mesure nationale. C'est pour ça que c'est les députés écologistes qui s'en occupent. Pour revenir sur ce travail transpartisan que vous avez réussi à mener, avec avec des différences d'appréciation notables, des différences d'appréciation politique, comment ça se joue concrètement? Comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est que le président est issu de la majorité et la rapportrice était issue de l'opposition. C'est aussi une ancienne écologiste, donc c'est vrai que ça a facilité grandement le travail pour ne rien vous cacher. Mais en fait, on est vraiment parti c'était un travail au long cours et on a vraiment eu des débats. Je ne cache pas, parfois pas houleux, mais en tout cas des débats qui sont sur des sujets forcément où vous vous doutez, on n'a pas tout à fait la même vision de l'urbanisme ou autre, mais globalement en fait on a tous compris l'enjeu qui était nécessaire d'adapter notre ville. Puisque vous parliez justement de la différence entre un centre-ville et où quand on est plus en campagne, nous on observe des différences de température avec les territoires voisins de 8 à 10 degrés. Donc en fait je pense que tout le monde a pris conscience de l'urgence à agir. Alors après la question c'est où on met le curseur, mais globalement on a réussi à, je trouve, porter des propositions assez fortes
Bien sûr, les écologistes auraient souhaité aller plus loin, notamment on sait que l'urbanisation autour de Paris en fait a un impact direct sur Paris. Donc quand on veut bétonner les terres de Gonesse, ça va clairement avoir un impact sur l'effet d'îlot de chaleur urbain à Paris. Donc ça, c'est des propositions. Et je vous parlais des toits. Il faut savoir qu'on observe déjà des températures très élevées à Paris. Les toits en zinc, c'est 70 degrés. Donc si on veut les classer au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas le choix des écologistes, on ne pourra plus agir dessus. Donc il y a la question des toits, mais il y a la question aussi du travail, on l'a évoqué. Là, on a eu de vastes sujets. Comme ce n'est pas une compétence, tu l'as très bien dit, municipale, on peut agir sur les agentes et agents, mais on ne peut pas agir. Et là, il faut vraiment que le risque canicule soit pris en compte au niveau du Code du travail, avec un droit de retraite des 33 degrés, comme ça existe en Espagne. Mais globalement, on a réussi à travailler intelligemment, puisque je pense que tout le monde a en tête l'urgence à agir et agir vite. Après, force est de constater que, vous verrez, il y a différentes contributions dans ce rapport. Ce sont les écologistes qui ont fait le plus de propositions concrètes. Donc ça va intéresser vos camarades, puisqu'on n'est pas aux manettes dans le bar. Le problème de ce travail transpartisan en commission, c'est ça qui est intéressant. Hein, c'est le fait que cette commission, donc, qui représente toutes les tendances politiques du conseil municipal, le fait que cette commission se réunisse souvent, le fait qu'elle interviewe des experts, fait que petit à petit, justement, tous les élus, quel que soit leur bord, deviennent un peu plus conscientisés. Tout à fait. Et donc, les bonnes décisions peuvent être prises par la majorité. Je m'excuse, mais à Toulon, moi j'ai été élu pendant tout un mandat, 6 ans et 9 mois. Chaque fois que nous avons proposé de participer à une commission où on aurait pu apporter nos idées, ça a été refusé. La direction actuelle, voire passée, du maire passé, n'a jamais accepté, alors qu'on avait plein d'idées. Hein. Tu as parlé de la débétonisation, débitumation des cours d'école, c'est une proposition qu'on a fait de 36 fois. Eh bien, ça n'a jamais été accepté. Donc, si je puis me permettre, oui. Il y a quand même un changement depuis 3 mois. Ah ben tant mieux alors. Il y a quand même une certaine ouverture de la part de José Massy, avec qui on peut parler, on peut discuter. Et j'ai un petit espoir quand même que ça évolue à Toulon, au niveau de l'ouverture. Et cette proposition de faire un plan canicule avec l'opposition, c'est quelque chose que je peux porter et peut-être qu'on arrivera à faire à Toulon. Alors que c'était inenvisageable du temps de M. Falco. Autrement dit, un maire, quel qu'il soit, ne doit pas rester aux manettes pendant trop de mandats, parce qu'il prend de mauvaises habitudes. Là, il se trouve que la justice a fait en sorte que la ville de Toulon soit obligée de changer de maire, et donc la maire actuelle, José Massy, semble donc plus ouverte à ce travail de réflexion en commun. Eh bien, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Merci Philippe Leroy. L'avantage de ce travail transpartisan, c'est effectivement, on n'arrive pas toutes et tous avec le même niveau de conscience. Tu l'as dit, forcément, quand on est nous-mêmes écologistes, je pense qu'on a un peu plus conscience que nos collègues d'En Marche de la réalité du changement climatique. C'est pour ça qu'on a commencé la première séance par une audition d'une climatologue, Magali Regueza, qui a eu des propos très forts. Je pense que toutes et tous, on a été vraiment impactés par ces propos assez forts. Et je pense que chacune et chacun, en sortant de cette mission, aujourd'hui, on n'a plus le même regard sur les politiques publiques à mener. Et l'avantage, c'est quand on se met d'accord sur 85 recommandations, il n'y a personne pour venir les contester ensuite. Et donc en fait, ce qui est important, c'est aussi, il faut le dire, c'est les écologistes eux-mêmes qui ont réussi à créer ce consensus, puisque c'est nous qui avons dirigé la mission, c'est nous qui en avons été à l'origine. Et donc c'est forcément du consensus. Ça veut dire que nous, on ne retrouve pas tous nos petits là-dedans. Il y a des mesures, on aurait souhaité aller beaucoup plus loin sur les toits, sur la bétonisation des terres, il y a plein d'exemples sur le travail, etc. Mais en tout cas, ça va permettre aussi que ça ne soit pas remis en cause, et je pense que c'est comme ça qu'on avance aussi dans les politiques publiques. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on souhaiterait que ce gouvernement se saisisse de ces questions véritablement. C'est pas en faisant des mesurettes comme un numéro vert ou en disant allez, on va rénover 40 000 écoles qu'on va endiguer la crise climatique. Je veux dire, là, aujourd'hui, le sujet du climat n'est pas du tout à l'agenda de la rentrée de ce gouvernement. Il suffit de voir, ils sont tous focalisés sur l'Abaya, ils vont faire un vol en 2 heures, alors c'est en 2 heures en train pour faire Paris-Rennes, pour aller Paris de l'Abaya à l'école, plutôt que la canicule dans les écoles.
c'est là où vraiment je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à avoir et face à l'inertie des pouvoirs publics. Et quand l'État agit pas, nous les collectivités, on se retrouve en première ligne face à ce dérèglement climatique. Et c'est aussi pour ça que on a la chance d'avoir des maires écologistes qui sont en fonction et qui, eux, agissent dès maintenant. Ils n'attendent pas les mesurettes du gouvernement qui vont arriver dans des plans futurs, etc. Et je pense que le problème chez nous, dans le sud, c'est le foncier. Et si j'observe les dernières constructions sur la ville, elles ne correspondent pas du tout à ce qu'on attendrait. Elles ne sont pas passées par le prisme du climat. Donc on a des sols totalement bitumés, foncés, aucun panneau photovoltaïque sur les toits. Et puis les gens ne sont pas du tout abrités par rapport à ce qui devrait être. Voilà, et peu de végétation encore, pas assez. Donc voilà, il n'y a pas cette prise de conscience, elle doit vraiment se faire. Nous, à Oulu, nous ne sommes que 2 dans l'opposition. Mais on essaie de conscientiser un petit peu les gens au sein du conseil municipal par rapport aux mobilités douces, surtout qu'il y a eu de grands projets sur notre ville, mais au niveau des pistes cyclables en centre-ville, rien n'a été fait. Au niveau du grand projet urbain, il y a un super parking avec plus de 400 et quelques places, 12 places pour les vélos. Voilà, alors les gens attendent beaucoup, donc il faut pousser donc la majorité à écouter les citoyens. Mais comment on fait quand on est aussi peu dans le conseil municipal, comment on peut faire pour mettre en place des mesures? C'est plus compliqué de prendre une majorité. Comment on fait? Justement, cette mission, en fait, elle peut être reprise un peu partout ailleurs, puisque, alors il faudrait revérifier, je crois que c'est dans le code des collectivités, il me semble que c'est que 1/6 de l'Assemblée pour pouvoir le lancer. Alors je dis peut-être des bêtises, il faudrait aller revérifier, mais en fait, typiquement, vous vérifierez que vous pouvez lancer une mission similaire qui, en fait, qui du coup obligera à mettre tous les élus de tous bords politiques autour de la table pour pouvoir se saisir de ce sujet. On n'a pas un 6e. Mais comme vient de le dire Claudie Cartereau, qui est donc élue ELV à la ville d'Oulioul, le simple fait, et ce qu'on peut dire aussi Philippe Leroy, Magali Brunel au conseil municipal de Toulon, des élus d'opposition n'ont aucun pouvoir pour faire voter ou prendre des décisions. Mais ils ont le pouvoir de parler. Et toutes les prises de parole des élus d'opposition, ça contribue à la conscientisation des élus de la majorité, même s'ils sont de droite. Et puis il y a aussi, je pense, mais moi je ne suis pas élu d'opposition, donc je parle moins bien de vous que ça, mais c'est s'appuyer sur la société civile, sur les experts, sur les climatologues. Je veux dire, aujourd'hui, la préoccupation du climat, elle est partout. Je pense que les Françaises et Françaises en ont tous conscience et ont tous envie que les choses bougent. Et je pense que c'est aussi en s'appuyant sur, tu l'as très bien dit, sur la société civile, sur les acteurs engagés sur le terrain. Puisque nous, on est allé voir les acteurs engagés sur le terrain, on est allé voir les associations qui sont dans les quartiers populaires, on est allé voir ceux qui luttent au quotidien pour faire avancer les choses. C'est en s'appuyant sur eux, sur la société civile, sur la pression citoyenne, que les élus aussi d'opposition peuvent faire peut-être bouger les choses. En parlant, tu le dis, il y a les médias, mais pas que. Je pense qu'il faut s'appuyer vraiment sur les réseaux et ceux qui luttent au quotidien, qui sont au premier chef les associations. S'il vous plaît. D'autres questions? D'autres questions? D'autres questions de la part des journalistes? Allez-y. Alors, on parle beaucoup de Toulon, on parle beaucoup de Paris, on parle beaucoup de la France, mais qu'en est-il en fait? Nous, on est un petit pays, comment fait-on pour qu'en Europe, enfin tous les autres pays s'alignent et qu'il y ait une prise de conscience? Parce que je vois, moi j'ai visité à Malte par exemple. À Malte, sur chaque toit, il y a un réservoir d'eau. Ici, est-ce qu'en France, par exemple, l'eau est accueillie? Est-ce que dans les autres pays, on réfléchit justement sur cette histoire de l'eau? On va avoir de moins en moins d'eau, ça va être le problème du siècle. Comment on va faire si on ne sait pas recueillir l'eau et si on n'a pas une politique commune avec les autres pays? La France, c'est un petit pays, vous parlez de Toulon, c'est tout petit. Et les autres, comment on fait? Non, mais juste une phrase. L'année prochaine, il y a des élections européennes. Plus les citoyens européens enverront des députés écologistes, plus le Parlement européen prendra conscience de ces problèmes et plus les décisions seront prises
vous avez raison madame, au niveau du continent, et non pas d'un seul pays, bien sûr. Après, pour compléter, effectivement, j'en parlais, hein, l'Espagne n'a pas attendu pour s'en saisir, puisque eux, ils vivent déjà des pics caniculaires très importants. Ils ont déjà mis en place des mesures très fortes sur le travail, je le disais, donc dans les secteurs de l'agriculture, du BTP, on ne peut plus travailler à partir d'une certaine chaleur. Donc en fait, ils n'ont pas attendu. Et d'ailleurs, on s'inspire de... Moi, j'ai été interviewée en Espagne, etc. On s'inspire de ce qui est fait ailleurs. New York a déjà mis en place des revêtements blancs, etc. Donc je veux dire, il y a une conscience mondiale. Après, effectivement, l'Europe, et tu l'as très bien dit, il y a des élections européennes, il faut envoyer des députés écologistes. Notamment, j'en profite pour dire un mot sur Marie Toussaint, notre tête de liste, qui est quand même une spécialiste du climat, qui est à l'origine de notre affaire à tous, qui est la pétition la plus signée de France pour ester aussi l'État en justice pour l'inaction climatique. Donc, en fait, ce sont des sujets dont on doit se saisir, puisqu'effectivement, on est toutes et tous concernés. Mais encore une fois, je le disais, les solutions sont à peu près les mêmes au local, mais pas tout à fait pareil en fonction de l'héritage, notamment l'héritage architectural, patrimonial d'une ville. On ne vit pas la chaleur d'une rue à l'autre de la même manière, comme on ne la vit pas de la même manière dans une ville rurale quand on est au bord de l'océan que dans une ville où on est dans un four comme Paris. Et je suis en train de me demander si on ne devrait pas mettre dans la Constitution le défi du climat. C'est une proposition tout projet devrait passer par ce prisme du climat. Voilà, pour être accepté. Même un petit projet. Pourquoi être venu nous présenter aujourd'hui ce rapport d'information parisien? Est-ce que vous avez une attache avec Toulon? Est-ce que vous avez fait ça dans d'autres métropoles? Pourquoi en fait J'ai été invitée par plusieurs villes à venir présenter ce rapport, puisqu'en fait il fait date, c'est la première fois qu'il y a un travail transpartisan qui est mené sur l'adaptation aux vagues de chaleur. On en a beaucoup entendu parler et donc je pense que on a été pionniers en tout cas en initiant ça, nous les écologistes, et donc j'ai répondu à l'invitation de mon collègue écologiste pour venir présenter les travaux, mais on a invité dans différentes même universités, amphi, à venir présenter nos travaux puisque c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité et qu'on a des propositions très concrètes. D'autres questions, les journalistes? Moi, j'ai une petite question. Le choix du lieu, l'Oasis, c'est par hasard? Je vous avoue que c'est par hasard. C'est parce que dans cet établissement, nous avons déjà été reçus plusieurs fois. Cécile Duflot est venue, Pascal Durand, bref, David Cormand. Nous avons déjà fait plusieurs conférences de presse ici, en étant toujours très bien reçus. Donc, c'est un hasard, mais vous avez raison de le souligner. Mais si je puis me permettre, la plage juste à côté est typiquement le genre de place qui n'est pas tout à fait adapté aux fortes vagues de chaleur, qui est très minérale et qui devrait peut-être avoir quelques brumisateurs ou pergolas ou voir un autre type de végétation. Et d'ailleurs, ils ont fait des mesures et ils ont mis la clim. Voilà, donc la place de la Liberté en minéral comme elle est, c'est la poêle à frire. C'est le contre-exemple, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Comme à Hollywood, la place Jean Jaurès. Mais oui, mais c'est une espèce de mode chez les élus, ils veulent à tout prix avoir un grand espace. Alors, la parole à Carole, qui vient de hier. La ville de hier, c'est le pompon. On a dépensé 15 millions d'euros pour refaire la place, une place magnifique. On a fait la place Au centre de la ville de hier. Au centre de la ville, c'est une piste d'atterrissage pour hélicoptère. Il n'y a pas un arbre. Pour jet privé, non? Le privé, oui, parce que, évidemment. Et les ombrières. Ils ont mis quelques ombrières, mais c'est les ombrières transparentes, enfin, ajourées, qui a été faite par le créateur du MUSEM, Ricciotti, monsieur Ricciotti, ne pas le nommer. Bon, enfin, donc il a été 15 millions d'euros pour nous faire ça. Voilà. Donc il n'y a pas un bidonvre. Les touristes arrivent, ils ne traversent même pas la place, ils me demandent où sont les toilettes. Pour se rafraîchir. Très bien. Et on a mené des batailles parce que c'est bétonné. Il y a 19 projets immobiliers là actuellement, ça bétonne partout. On avait un espace avec un signal, on s'est battu, on est allé jusqu'au Conseil d'État.
pour empêcher l'installation, enfin la construction sur un espace agricole où il y avait un champ de fraises à côté d'un parc, le parc de la ville dans le sud. Nous, on avait demandé qu'ils agrandissent le parc en gardant cette terre agricole-là. Maintenant, ça a été vendu à Vinci, enfin voilà. En tout cas, c'est une catastrophe. Au bord de la mer, à la Capte, à la Bergerie plus exactement, là, ils sont en train de construire 250 logements touristiques de luxe au bord de la plage, en béton. Alors, ils ne mettent même pas sur les lotis, avec la montée des eaux. Enfin, hier, c'est catastrophique. D'ailleurs, on a eu un rapport de reporter sur ce sujet-là. Et sur Aubagne, on veut couper 234 arbres pour aménager les berges. Donc c'est absolument... Sur Aubagne. Sur Aubagne, sûrement. Il y a des gens qui sont en train de se battre pour empêcher ça. Enfin, moi, c'est pas mieux. Et ce qu'on appelle les coulées vertes. Ouais. Les continuités végétales, c'est ça qu'il faut faire. Alors, il n'y a pas trop fait à Toulouse. Philippe Chénaud, juste un mot. Moi qui suis très jeune et très enthousiaste, plus que vous manifestement, moi je suis un peu plus optimiste. Alors, je sais que je me contente de pas grand chose, mais puisqu'on a évoqué la place de la Liberté, il y a eu la végétalisation d'une partie de la place. Il y a une école qui va être inaugurée là ces jours-ci, enfin inaugurée, qui va être valorisée ces jours-ci, parce qu'effectivement il y a on a enlevé réflexion de rénovation de l'école. On a enlevé le macadam qui était le bitume qui était dessus. Donc c'est complètement anecdotique, symbolique, marginal, etc. Mais ça montre bien que dans les services municipaux, les services métropolitains, cette prise de conscience, elle est là. Et le savoir-faire, il existe. Donc il faut juste pousser au cul à tout. Non, pas. Il faut juste pousser un peu pour qu'effectivement, au lieu que ça soit des petites choses de détail, ça devienne massif, de vraies politiques générales. Et donc, moi je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. Dans les services techniques de nos collectivités préférées, enfin locales, il y a le savoir-faire, il y a la volonté. Il y a des élus qui sont sensibles, il y en a d'autres qui sont arc-boutés sur des intérêts financiers qui ont été évoqués, qui sont tout autres contradictoires. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, moi je crois beaucoup à la pression des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, moi qui suis très jeune, quand j'étais encore plus jeune, quand on discutait des règlements climatiques, on se faisait moquer. Aujourd'hui, on ne se fait pas moquer, on le pleure, parce que c'est difficile à vivre quand même tous les jours. Voilà. Moi chez moi, la température, en ce moment, elle est à 29-30 degrés à minimum. Ce qui est un peu galère quand même pour travailler. Et donc je ne suis pas un cas isolé. Donc je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience. Maintenant, il faut qu'on arrive à pousser les décideurs. Et je pense que c'est pas compliqué, ça doit être faisable. Moi, je ne leur demande pas d'adhérer à Europe Écologie Les Verts. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand on a une mairie écologiste et une métropole écologiste comme à Lyon. Mais je pense qu'effectivement, ce sujet maintenant, il est sur la place publique, il est connu. Plus personne ne met en doute le dérèglement climatique et les périodes caniculaires. En plus, on est au mois de septembre, c'est quand même un peu étonnant. Avant, on était content, on appelle ça. Mais il y a les discours et les actes. Voilà. Et donc, il faut arriver à pousser. Moi, je reste convaincu qu'il y a plein de structures, d'associations, de mouvements. Je pense au Conseil de développement de la métropole toulonnaise, où on doit arriver effectivement à encourager, à pousser nos élus, parce qu'effectivement, ils lancent de vraies politiques publiques. Et se méfier. Pardon, Daniel Bertrand de la Seine. Oui, je voulais dire que les solutions, en fait, elles existent depuis longtemps dans les pays du Sud. Alors, moi je suis allé à l'exposition de 1992, je suis comme toi, je suis très jeune, à Séville. Et à l'exposition de Séville, il y avait déjà toutes les solutions mises en place. Dont les brumisateurs. Dont les brumisateurs, dont la végétation, tout y était. Si on va un peu plus loin, dans les villes d'Afrique du Nord, si on va à Gardaïa en Algérie, ou à Marrakech, au hasard, la plupart de ces villes sont des exemples d'architecture qu'il faudrait appliquer ici pour se protéger contre la chaleur. C'est tout con, il suffit de copier. Voilà, ça c'était une première chose. Deuxième chose, la difficulté qu'on a,
de convaincre quand on est dans l'opposition, c'est qu'on est dans un système politique avec une majorité qui fait tout ce qu'elle veut, une minorité qu'on écoute, comme dit Guy Rebec, mais qu'on fait juste qu'écouter. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans on est dans une logique d'affrontement permanent. Et la solution, c'est effectivement ce que tu as cité tout à l'heure, c'est de faire des opérations transversales. C'est-à-dire d'agir avec les associations, d'agir avec la société civile, d'agir avec tous ces gens-là, de manière à exercer une pression sur ces gens archaïques qui ne veulent pas changer, ou qui ont changé pour mettre des trucs qui étaient archaïques, comme cette place de la liberté qui est ridicule. Voilà. Juste pour rappel, vous êtes combien d'élus écologistes à TPM? À TPM, oui. Combien d'élus écologistes vous avez? 0, je suis sans étiquette. Tu n'es pas Écologie Vert, mais dans ta formation, dans tes conceptions, on peut dire que tu es quand même le conseil métropolitain le plus écologiste de tous ceux qui sont présents. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on peut imaginer un rapport à la même échelle pour TPM? Parce que là, vous parlez, voilà, vous venez tous de Hyères, la Seine, de Toulon, donc est-ce qu'on peut imaginer un même rapport? Bien sûr, ce serait l'idéal de le faire au niveau de TPM, parce qu'il y a des solutions qui sont bonnes au niveau d'une ville, mais il y a des solutions, là, le premier numéro de Toulon demain parle des transports, et les transports se décident au niveau de la métropole. Donc changer les transports en commun pour avoir moins de voitures, alors c'est pas tout à fait, c'est quand même lié aussi à la chaleur. Et pour faire cette évolution-là, on a besoin de la métropole. Mais la métropole, effectivement, pour l'instant, c'est encore plus compliqué qu'à la mairie. Je ne sais pas si le véhicule serait le même, mission d'information au niveau de la métropole. En tout cas, je connais moins comment ça se passe ici. Est-ce que vous êtes en capacité ou pas de le faire? Mais en tout cas, oui, moi j'invite tous les élus des territoires à s'en saisir et à vraiment mettre le paquet sur des politiques d'adaptation. C'est sûr qu'une mission d'information et d'évaluation du Conseil métropolitain TPM, ça serait quand même une bonne idée. Hein, voilà, parce qu'effectivement, cette conversation transpartisane, c'est celle qui permet de conscientiser le plus les décideurs. Après, si c'est la majorité actuelle qui prend les bonnes décisions, eh bien tant mieux. Hein, voilà. Merci. À propos de la pollution, de réchauffement, de la chaleur, j'ai constaté que le ciel, par exemple, est voilé par rapport à la pollution aussi, qui accentue, ça c'est très important, qui accentue le phénomène de chaleur. Et c'est sûr que faire venir de plus en plus de voitures, ça renforce les gaz d'échappement, les particules, ce qui fait un bon matelas. Vous savez, quand on circule sur la corniche du Pharon, la corniche Marius Escartefille, quand on y circule, eh bien, on voit cette espèce de matelas gris-marron sur Toulon. Effectivement, ça ne peut pas améliorer la vie des gens. Sans parler des bateaux. Oui, sans parler des bateaux. Sur la canicule, les différentes préconisations qui sont proposées, ça a été distribué, ça a été donné. Vous avez eu alors vous laisserez vos coordonnées et on vous les transmettra. Bon, bien, je remercie toutes les personnes qui sont présentes. Nous ont rejoint, entre autres, une écologiste locale et un jeune élu, Hakim Bouaksa, élu à la Seine. Voilà. Voilà, donc merci à la Marseillaise, merci à Varmatin, merci à RCF et merci aux élus actuels et aux élus anciens d'être venus et aux militants intéressés par ce sujet. Voilà. Le non-élu d'aujourd'hui est peut-être un élu de demain. Mais le non-élu d'aujourd'hui, c'est une promesse, Daniel, c'est une promesse.